Et à ce moment-là, 2021-2022, j'avais décidé de mettre un gros coup de cravache sur mes contenus. C'est pas ouf. Et forcément c'est mathématique, ma communauté a grossi petit à petit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire mon retour d'expérience sur ma première année en tant qu'influenceuse littéraire à 100%. Bon, c'est important de préciser à 100% parce que du coup je vis 100% de ça. J'ai commencé à parler de livres sur les réseaux sociaux, principalement sur YouTube, depuis 2017. Je me suis inscrite sur la plateforme déjà en connaissant la communauté Booktube, donc c'est celle qui était présente sur YouTube. Je suivais les pionnières, à savoir Nin Gorman, Alicia Garnier, donc anciennement Maudit Take Book, Lily Bookin, etc. Et c'était vraiment les créatrices que je suivais très assidûment et je lisais toutes les recommandations qu'elles pouvaient faire. Et donc je suivais du coup Booktube depuis déjà 2-3 ans, donc je connaissais un petit peu les vidéos qui se faisaient, etc. Et j'ai attendu d'avoir 18 ans pour pouvoir me lancer, et il y a eu un élément déclencheur, c'est que j'ai été libraire dans un Cultura, et c'est ce qui a fait que je me sentis capable de pouvoir recommander moi aussi des livres. J'ai choisi YouTube, alors déjà parce que c'était entre guillemets la seule plateforme que je connaissais où on parlait de livres, quand bien même je connaissais quand même les blogs, mais j'avais décidé de faire ce contenu en vidéo parce que j'étais pas à l'aise à l'oral. J'ai un peu l'esprit de contradiction, hein. J'étais pas à l'aise à l'oral, j'étais le genre d'élève au collège qui pleurait souvent quand elle devait parler devant toute une classe. Coucou les gens qui se sont foutus de ma gueule, j'ai fait du chemin un petit peu. Quelques mois après YouTube, j'ai bifurqué aussi sur Instagram, donc j'ai découvert du coup toute la communauté là-bas qui était aussi très présente, et de fil en aiguille, d'autres réseaux sociaux se sont rajoutés. Pendant les confinements, évidemment, il y a eu TikTok, et puis j'ai vite switché sur Twitch, sur Discord et aussi en podcast. Alors podcast, c'est un petit peu plus particulier parce que je parle pas 100% de livres là-bas, un sorte de fourre-tout là-bas, où c'est un peu de l'introspection aussi sur moi-même. Donc voilà, j'ai démarré les réseaux sociaux littéraires parce que j'avais vu des nanas faire ça avant moi et parce que j'avais réussi à prendre un petit peu confiance en moi suite à une première expérience en tant que libraire. Ensuite, comment tout ça s'est mis en place? Comment je suis arrivée de jeune fille de 18 ans qui parle à sa caméra, qui bégaye et qui articule très mal, à aujourd'hui à pouvoir en vivre de manière convenable? Quand je dis de manière convenable, c'est que c'est à la hauteur des charges qu'il me faut pour vivre. Sachant que j'ai pas besoin de 5000 balles par mois, hein. On s'entend, un SMIC c'est extrêmement bien pour moi. Mais ça c'est ma manière de gérer ça. Peut-être que pour quelqu'un d'autre ce sera différent parce qu'il aura d'autres charges. Peut-être que quelqu'un avec une somme moindre ça ira très bien, je n'en sais rien, c'est vraiment mon cas. Alors non, je ne me suis pas lancée à 100% parce que je sais pas, j'ai eu une vidéo qui a buzzé de ouf et je me suis dit ok c'est bon, je vais grave faire de l'argent comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça et je touche du bois, ça ne se passe toujours pas comme ça. Je touche du bois parce que j'ai hyper peur de ça, d'avoir un truc qui buzz de malade parce que ça peut te ramener un élan négatif que je ne veux pas forcément. Je pense déjà au négatif. C'est pas ouf. Non mais depuis 2017, je poste plus ou moins régulièrement, on est quand même sur une très bonne régularité chez moi quand même. 1 à 2 vidéos par semaine depuis 2017, ça fait quand même un sacré paquet de vidéos. Et forcément c'est mathématique, ma communauté a grossi petit à petit. Sans vraiment le vouloir, c'est comme si j'avais préparé le terrain pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait pareil niveau régularité sur Instagram, combien même c'est légèrement en dessous par rapport à YouTube. Mais par exemple sur Twitch où j'ai une régularité qui est quand même beaucoup plus forte. Ou TikTok aussi où c'est plus facile de pouvoir poster là-bas. Parce que moi dans ma manière de monter les vidéos TikTok, j'y mets pas beaucoup de temps comparé aux vidéos YouTube. Arrivé début 2022, fin 2021 presque, j'avais certaines amies qui commençaient du coup à pouvoir en vivre. Alors je parle vraiment d'une poignée de personnes qui pouvaient vivre de l'influence littéraire. Je parle pas d'un autre taf qu'elles avaient à côté, mais vraiment 100% des revenus qui sont dégagés par l'influence littéraire, à savoir les partenariats rémunérés et la monétisation dégagée sur YouTube, sur TikTok ou sur Twitch. Donc voilà, j'avais une poignée d'amis qui commençaient à vivre de ça, qui avaient décidé d'en faire leur métier, qui avaient choisi cette orientation. Et moi, à côté de ça, je venais tout juste de sortir de diplôme, mais surtout de pouvoir avoir enfin le job que je voulais faire, à savoir que je voulais devenir bibliothécaire, et j'ai pu avoir une première année d'expérience là-dedans. C'était en temps partiel, et le fait d'avoir un temps partiel, ça m'a permis d'avoir des journées complètement consacrées à ma création de contenu. Et à ce moment-là, 2021-2022, j'avais décidé de mettre un gros coup de cravache sur mes contenus et de continuer à être régulière, mais encore plus que ce que j'avais pu être les années auparavant. Et oui, encore une fois, c'est mathématique, ça a continué de faire grossir ma communauté.
communauté. Ça m'a permis aussi, sans au début le savoir, de pouvoir m'apporter des opportunités. Je parle de partenariat rémunéré, je parle aussi de rencontres, carnet d'adresses, mais aussi collaboration avec des copines. Et donc mi-2022, vers l'été, je me suis dit ok, si on fait le bilan de tout ça, est-ce que ça m'intéresserait de faire 100% ça, parce que c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Je pouvais passer mes soirées, je pouvais réduire mes nuits juste pour pouvoir créer mon contenu, pour pouvoir finir le bouquin que j'avais trop envie de parler le lendemain, etc. Je me suis au bout d'un moment posée un soir et je me suis posé la question de est-ce que j'en serais capable, est-ce que ça peut tenir la route. Pour moi, ce qui était important, c'était de ne pas me mettre en danger et de ne pas me lancer dans le vide sans savoir si, entre guillemets, ça allait devenir quelque chose de vivable, quelque chose qui allait tenir la route, sachant que je trouve que c'est quand même un métier qui est éphémère, encore plus quand on est dans une niche comme ça. Donc la sphère littéraire, c'est une niche, vraiment, c'est un petit microcosme. J'ai mis au point des espèces d'objectifs. Je me suis dit ok, si tu arrives à mettre tant de côté niveau financier, si tu as le droit au cas où pour te retourner à du chômage, ensuite qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire en sorte que tu continues de faire grossir ta communauté tout en gardant ce que tu aimes faire, parce que c'est important pour moi de pas dénaturer son contenu. Moi je voulais continuer à fidéliser mon audience, forcément la faire grossir parce que on va pas se mentir, c'est ce qui aide à pérenniser le truc. Fallait que j'essaye de conjuguer tout ça et début septembre je me suis dit ok, il faut que tu attiennes cette somme financièrement de côté pour que tu puisses te lancer janvier-février, enfin l'année d'après, plus sereinement, en te disant que si jamais ça marche pas, tu peux te retourner, tu as aussi des sous qui ont été mis de côté. À savoir qu'il y a quand même un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que je ne vis pas toute seule, je ne partage pas mes charges toute seule, je suis en couple depuis longtemps. Depuis le tout début que j'ai mes réseaux sociaux, il a toujours été là, donc souvent il m'a aidé pour typiquement prendre des photos. Arrivé fin octobre, j'avais atteint cette somme d'argent que je voulais mettre de côté parce que du coup j'avais eu tout au long de l'année des petits partenariats qu'on me proposait. Alors je dis petit mais c'est pas minime, mais parce que c'était pas non plus toutes les semaines, pas tous les mois non plus, mais j'avais déjà des partenariats qui s'étaient enclenchés sans que j'aille les chercher, sans que je fasse de démarchage ou quoi que ce soit, et j'avais mis une partie de cette somme de côté. Oui, j'ai un petit peu utilisé, on rappelle que je vivais sur un temps partiel, donc bah il est vrai que l'alimentaire augmentant, le textile aussi, et puis en fait la vie augmente de plus en plus, donc j'en avais bien besoin. Je crois que c'est vers fin novembre que du coup j'ai dit à la bibliothèque où je travaillais que je renouvellerais pas mon contrat. Je crois que j'ai pas dit que j'allais me lancer dans l'aventure, je voulais garder ça pour moi, mais en tout cas j'ai dit au revoir. Et on arrive du coup en janvier où j'avais déjà une espèce de petite stratégie. Alors quand je dis stratégie, c'est que j'avais déjà en tête les contenus que je voulais faire, j'avais déjà en tête ma DA, etc. Donc on avait déjà très bien installé la chose, mais c'est comme ça que ça s'est mis en place petit à petit. En fait ça a été un petit peu comme un effet boule de neige qui a fait que du coup en 2023 j'ai décidé de tenter l'aventure. Bon mais maintenant on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet, comment je me suis organisée. Je peux pas vraiment vous parler de journée type, j'ai pas vraiment de journée qui se ressemble à 100%. Quand je suis chez moi on a quand même sensiblement les mêmes activités, à savoir lire, filmer ou pas, il y a des journées où je filme pas, j'aime bien condenser ça et filmer tout à peu près au même moment, sauf que si je vlog un peu tous les jours. Du mail, de la réponse aux commentaires, messages, etc. Il y a du devis, il y a de la facturation, je fais en fait les tâches qui doivent être faites sur le moment. J'ai donc pas vraiment une journée modèle dans ma semaine. Elles ne se ressemblent pas de ouf, mais sensiblement on retrouve les mêmes tâches quand même. Mais pour pouvoir me lancer du coup en freelance, je m'étais quand même organisée. Auparavant, donc j'avais fait quelques mois avant du démarchage. Vu que j'avais déjà en fait eu des partenariats rémunérés, j'ai construit une espèce de grille tarifaire. C'est une grille qui permet de savoir combien vous souhaitez être rémunéré. Je dis vous souhaitez parce qu'il y a toujours de la négociation, que ce soit de la part du client ou de vous-même. C'est rare quand même qu'on négocie pas mon prix. Mais j'avais fait donc ce démarchage là et c'est vrai que j'ai eu la tâche un petit peu plus simplifiée parce que j'avais déjà un gros carnet d'adresses, j'avais déjà beaucoup de maisons d'édition avec qui je pouvais échanger plus ou moins régulièrement parce que j'avais intégré déjà des systèmes de services de presse, donc où je recevais déjà beaucoup de livres dits gratuitement en échange de contenu. Alors moi j'appelle ça vraiment service de presse, je n'appelle pas ça collab parce que pour moi une collab nécessite une rémunération. Je sais que pour certains c'est mis dans le même panier, mais j'ai du mal, moi je le différencie. Bref, j'avais déjà intégré plusieurs systèmes de partenaires de services de presse, précisons-le, et j'avais déjà des mails de personnes travaillant dans des maisons d'édition, dans des entreprises même, community manager, auteur, chargé de marketing, chef de projet, éditeur. J'avais déjà des mails. J'ai donc pris ces mails, j'ai créé ma grille tarifaire, j'ai créé mon mail de démarchage, en gros qui disait coucou, alors moi c'est Emma, plus communément connue
connue sous le nom de la bouquinade. Et ensuite, je mettais mes réseaux sociaux, je mettais ce que j'avais pu faire, ce que j'avais envie de faire, ce que je pouvais leur proposer selon les livres qui peut-être avaient envie de mettre en avant, mes tarifs. Bref, un mail de démarchage. Pareil, je peux pas vous donner d'exemple parce que je suis pas vraiment un exemple à suivre parce que mes mails sont... Je manque de tact. Il est important de reconnaître ses défauts et je manque de tact. En fait, soit je suis pas assez précise, genre je contourne un peu le truc, je sais pas comment demander la chose, soit j'y vais trop franco et les gens me rigolent au nez. Mais c'est normal. Même moi je dis ça, je suis dubitative. Ça c'est la partie démarchage que du coup j'avais faite avant de me lancer. Alors en février, parce qu'en janvier je travaillais encore à la médiathèque et j'ai décidé de garder un rythme soutenu principalement sur YouTube et Twitch. Je publiais du coup minimum 2 vidéos par semaine et je faisais entre 2 à 3 lives par semaine, ça fait quand même beaucoup. On rajoute à ça TikTok où j'avais quand même une bonne régularité là-bas. Alors j'étais pas à un TikTok par jour mais on n'était pas si loin que ça. Plus j'avais mon Discord, mon club de lecture qui a été lancé à ce moment-là. Plus il y avait Instagram et le podcast avec le calendrier de l'Avent aussi que j'avais lancé. Donc en décembre je publiais 24 épisodes, un par jour, du 1er jusqu'au 24 décembre, donc ça faisait quand même beaucoup de contenu et encore une fois c'est mathématique, même s'il y a des contenus qui ont moins marché que d'autres, la réalité c'est que ça a créé un rendez-vous régulier et que du coup, en fait les gens qui te suivent, ils ont l'habitude de retrouver du contenu à telle ou telle heure. Je n'ai rien inventé. En 2023 aussi, si vous faites partie de la sphère littéraire, vous avez sans doute dû voir sur les réseaux sociaux qu'il y a eu beaucoup d'événements littéraires et c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur je trouve par rapport aux années précédentes. Ça existait mais c'était beaucoup moins récurrent, beaucoup moins en soirée aussi, il y en avait beaucoup moins, vraiment. Et je me suis dit ok, c'est peut-être le moment de pouvoir rencontrer des créateurs et créatrices de contenu littéraire, de pouvoir rencontrer des éditeurs, des auteurs, etc. Et c'est le 3e point, j'ai un peu renforcé les liens, j'ai fait beaucoup plus aussi de salons ou de festivals du livre. J'avoue que c'est aussi très égoïstement là, pour le coup c'était pas tant pour renforcer le lien mais c'était pour aller voir les auteurs. J'ai profité en fait de pouvoir modeler mon emploi du temps comme je voulais pour pouvoir sortir. C'était aussi un objectif que j'avais niveau personnel, c'était de pouvoir profiter, de pouvoir modeler mon emploi du temps pour aller voir des gens. J'avais très envie de rencontrer du monde et clairement je l'ai fait. Ça a aussi fait un effet boule de neige. Je sais qu'il y a des gens qui sont doués pour démarcher, genre les maisons d'édition, les entreprises, etc. En réel, moi je bégaye, mais je ne peux pas dire que ça n'a pas fait un effet boule de neige en me déplaçant à plusieurs événements. Je pense aussi qu'il y a eu un impact, je peux pas vous le mesurer parce que j'en sais rien. Et de manière honnête, moi je le ressens comme ça. 4e point, c'est que aussi en renforçant ces liens, ça m'a amené à créer du contenu avec pas mal de créateurs et de créatrices. Ça a été un facteur booster pour ma motivation, ma créativité, mais aussi forcément que ça a amené du trafic, on va dire, quand tu postes un contenu avec ta pote et que ça se voit que vous aimez ce que vous êtes en train de faire, forcément que du coup les gens vont apprécier ça et ça génère du trafic d'abonnés. Nous sommes des trafiquants, tout à fait. En étant 100% à mon compte, j'ai forcément pu avoir plus de temps pour lire, même s'il y avait une charge de travail qui était immense. Je m'attendais à avoir une grosse charge de travail, c'est pas ce qui me faisait peur, mais j'avais peur par contre de manquer du temps pour lire. Or, c'est quand même le cœur du métier. Mais finalement, je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Et le fait de beaucoup plus lire, forcément, ça a engendré encore plus de contenu. Voilà, ça c'était la partie organisation. Ça sent pas hyper précis comme ça, mais c'est en réalité comme ça que cette année, elle s'est passée. Si vous voulez des détails en mode planning, etc. Je fonctionnais par planning de 2 mois. Des fois, ça pouvait aller jusqu'à 3 si je savais qu'il fallait que je poste telle ou telle chose à telle date. Mais que ce soit TikTok, YouTube, Instagram, généralement, j'ai un visu sur mes 2-3 prochains mois parce que j'adore pouvoir avoir un visu le plus loin possible, j'adore ça. Ça me rassure. Où je fonctionne aussi énormément avec la bonne vieille to-do list. Ah, je l'aime celle-là. Depuis que j'ai appris à la faire à mes 10 ans, on est très copines. Ensuite, ce que j'ai réussi à mettre en place et ce que je n'ai pas réussi à mettre en place. C'est un titre un petit peu fouille, encore une fois. Je voulais renforcer ma DA, donc ma direction artistique, n'est-ce pas? J'avais déjà du coup mon logo qui avait été créé par Eden, j'avais déjà la bannière et autres illustrations que j'avais pu mettre sur mes réseaux sociaux et je voulais renforcer ce côté-là. Évidemment, j'ai mis beaucoup de violet, mais aussi dans les thèmes que je voulais aborder, je voulais faire plus de sélection du livre, je voulais faire plus de reading vlog, faire beaucoup plus de vlogs dits vivants dans le sens où je voulais profiter de me déplacer à tel ou tel endroit pour filmer ça et garder des souvenirs, faire plus de points lecture, renforcer vraiment tous mes contenus niveau avis lecture. Sur ça, je suis un peu mitigée. Oui, j'ai réussi à faire des vlogs vivants, oui, il y a plus de points
lecture, de sélection du livre, ok. But les reading vlogs, ça se passe comment? La seule explication que je trouve à ça, c'est que je me suis très mal organisée et que en postant 2 vidéos par semaine, c'était juste infernal d'essayer de faire des reading vlogs parce que moi, comment je procède pour les faire, ça me prend beaucoup de temps. Beaucoup plus qu'une vidéo facecam où je prends 30 minutes à 1 heure pour filmer. Donc ça, j'ai pas trop réussi. Je trouve aussi que j'ai fait trop de déballage de colis. Alors même si j'adore en regarder, pour le coup, je pense que j'ai un peu abusé de ce format-là, peut-être au détriment d'un reading vlog ou d'un autre avis lecture. Et je me suis rendu compte cette année, en fait, j'ai voulu faire un unboxing. Alors j'avais pas nécessairement énormément de colis, mais j'en avais quand même un petit peu. Et je me suis ennuyée en filmant ça. Je suis arrivée à un stade où je savais pas quoi dire. Le livre, je l'ai pas encore lu, mais oui, il me fait très envie, mais je l'ai pas lu. Je pense que du coup, pour les unboxings, je vais vraiment garder un petit peu des moments où j'attends de grosses sorties, où je suis vraiment très emballée à l'idée d'ouvrir ça. Je savais aussi que forcément, en me lançant dans cette année, j'allais devoir apprendre à avoir du recul, que ce soit niveau dispute entre créateurs, drama, genre ragot, ce genre de choses, entre pression que tu peux avoir sur les réseaux sociaux, attentes que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même, ton travail, ton audience, etc. Et vraiment prendre du recul, j'ai pas toujours réussi à le faire. En même temps, c'est pas quelque chose de facile de lâcher vraiment ton taf que tu crées toi-même à 100%. Encore plus donc quand tu es à ton compte, du coup, c'est compliqué de vraiment lâcher l'affaire. Et en fait, tu en fais tous les jours. Parce que à chaque fois, tu te dis, ok, je vais me prendre un jour de repos, etc. Mais tu sais que t'as une tâche qui va arriver là. Et t'as envie de la faire tout de suite pour te la sortir de l'esprit. Mais du coup, tu n'arrêtes jamais vraiment. Et le fait de ne jamais arrêter, ça ne t'aide pas à prendre du recul et en fait tu n'apprends pas à ton cerveau à se mettre en pause et clairement il en a besoin et c'est que comme ça que tu pourras encore mieux avancer après et mieux te sentir aussi dans ta petite tête. Je trouve quand même que sur la fin de l'année il y a eu du mieux pour apprendre à avoir du recul, que ce soit sur les commérages, sur même des choses qui sont véridiques. Vous n'aurez pas des détails sur des commérages parce que voilà, c'est pas ce que je veux faire, mais la réalité est que il y en a dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel taf. Je crois que j'en connais aucun où j'ai pas vu, entendu des ragots ou des faits ou des choses pas ouf qui se passent, etc. Il y en a. Faut arrêter de se mentir. Même si j'aimerais que tout le monde soit bienveillant, ce n'est pas le cas. On le sait. Ça veut pas dire que je suis genre toute blanche. Je suis malveillante. Je sais que je l'ai déjà dit aussi en vidéo, mais sans le vouloir, peut-être que j'ai été la méchante d'une histoire. On est tous le méchant de quelqu'un. Donc tu peux avoir des mésententes, etc. avec les gens et ça peut t'affecter. Moi, ça m'affecte beaucoup. Trop. Et parfois, il y a du bon à apprendre à faire cavalier seul et à poser son téléphone pour te concentrer sur ce que tu aimes. Et donc chez nous, c'est la lecture, je ne vous apprends rien. Mais même aussi dans le fait de vraiment poser son taf, prendre du temps pour soi ou prendre du temps pour rien faire, ça c'est vraiment le truc que j'ai très mal fait cette année. Enfin, 2023. J'ai vraiment pas bien fait. C'était encore le cas là ces 2 premiers mois. J'arrive pas à lâcher du lest. Je m'organise autrement cette année. Les rythmes ont été réduits ou interférés, etc. Un petit peu jonglés par période. Mais lâcher vraiment le truc, ne pas regarder ce qui se passe sur les réseaux, c'est ultra difficile. La partie certainement qui vous intéresse le plus, la rémunération. Est-ce que je touche 100 000 € par mois? Non. Évidemment que non. Sachant que ma rémunération dépend de YouTube et de Twitch, je vous laisse aller regarder mes vues, ainsi que des collaborations que je peux avoir, qui dépendent de mon audience, je vous laisse deviner le truc, mais dans la particularité de la sphère littéraire, ça dépend de l'audience certes, mais ça dépend des budgets des maisons d'édition qui ne sont pas à 100 000 €, vous vous doutez bien. Mon objectif c'était pour que cette première année soit viable, il fallait que j'atteigne au moins le temps partiel que j'avais en bibliothèque, voire que j'atteigne un SMIC. Je suis à 150 au-dessus du SMIC. Si tu prends mon chiffre d'affaires sur l'année, que tu enlèves les impôts, les charges et que tu divises en 12, ça veut pas dire que tous les mois, par contre, j'ai eu cette somme-là. D'où l'importance d'avoir des économies. Non, je vous donnerai pas les détails de mes rémunérations sur chaque collab. C'est un peu compliqué ce métier-là parce que vu que c'est nouveau, on pose tout le temps cette question-là, mais je suis pas sûre qu'avec un autre métier, on me demanderait à chaque fois combien je gagne ou qu'on me demanderait ma fiche d'imposition. Mais on pourra pas dire que j'ai pas dit ma somme au moins. Et puis je peux pas donner les détails de combien je demande pour chaque collab parce que en réalité c'est variable. Ça dépend du budget de la maison d'édition, ça dépend de combien de contenus doivent être créés, ça dépend de beaucoup de choses et j'ai pas vraiment un tarif fixe. Ma grille tarifaire m'aide à m'orienter, mais ça peut varier selon les budgets qui sont disponibles. Alors par contre niveau conseil avertissement, là la partie sera plus longue. Si ça fait longtemps que vous avez envie de démarrer, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Si en revanche ça date d'hier, on réfléchit un petit peu plus longtemps s'il vous plaît. Je pense que l'influence littéraire c'est quelque chose donc comme on l'a vu de très récent, mais pour moi je le vois pas encore comme quelque chose de très stable. Oui, je continue à retenter l'année cette année, mais, et c'est là où
je vous conseille aussi de faire ça, j'ai décidé de mettre mes œufs dans plusieurs paniers. C'est-à-dire que je développe mon activité, pas que pour la bouquinade, mais sur d'autres casquettes. En ce moment, par exemple, je suis community manager pour une maison d'édition, donc je crée du contenu pour eux, et ça me permet d'avoir une ressource financière stable tous les mois. Ça me tranquillise aussi sur les collaborations que je vais faire. Ça te permet aussi de moins culpabiliser quand tu lis un bouquin, que tu te rends compte que tu ne l'aimes pas, du coup tu annules la collab. Ah oui, parce que ça c'est une question qu'on pose beaucoup. Comment ça se passe si t'aimes pas un livre? Si tu as de l'éthique, tu refuses la collab. Et oui, c'est compliqué de vous montrer notre authenticité dans les collaborations rémunérées parce que en fait vous ne voyez pas ce qui a été refusé. Oui, c'est important de dire quand on n'aime pas, mais dans ce genre de situation, c'est un peu de la méchanceté gratuite, je trouve. On frôle quand même. Il y a honnêteté et dire des trucs méchants juste pour vider son sac. Vide ton sac tout seul. Non, c'est important de continuer à dire ce qu'on n'aime pas, mais forcément dans les collabs rémunérés, je peux pas vous montrer la collab que j'ai pas acceptée parce que j'ai pas aimé le livre. Vous vous doutez bien qu'il y a un problème. Mais je pense que ça peut faire partie de mes avertissements. C'est que essayez de prévoir toujours un coup d'avance. Par exemple, moi, j'ai ma mission de community manager, mais aussi dans vos chroniques, forcément, vos abonnés peuvent être amenés à se poser la question. C'est légitime. C'est quand même quelque chose de nouveau, les partenariats rémunérés. Ça devient de plus en plus fréquent et c'est nouveau cette fréquence. Donc c'est normal, je pense que n'importe qui dans n'importe quelle communauté voit ce truc-là arriver de plus en plus souvent, peut se poser la question. Je trouve ça légitime. Donc faut être un petit peu armé à ça parce que vous ne pourrez pas convaincre tout le monde. Forcément qu'il y aura des personnes pour douter de toi, forcément que tu ne pourras pas tout le temps prouver à 100% ton honnêteté. Faut accepter ça, c'est partout pareil. On va passer maintenant à la partie foire aux questions parce que je vous avais mis une story Instagram où vous avez pu me laisser vos questions et je me suis dit que j'allais donc l'intégrer. La première question, c'est ma plus grande fierté. C'est tout simplement de m'être lancée et de m'avoir fait confiance sur ce point-là parce que même si j'ai préparé le terrain, même si du coup j'avais des amis qui étaient aussi dans le métier, etc., j'avais des repères, c'est quand même vachement effrayant. C'est un métier qui est nouveau, dans une sphère qui se développe, ça fait vraiment peur au début, mais je suis contente d'avoir réussi à avoir assez de confiance pour le faire. Ma plus grande difficulté que j'ai rencontrée, je pense que c'est d'essayer de lâcher le taf. Ça c'est le plus dur. Ça semble hyper cliché comme ça en mode je suis une grosse bosseuse tout le temps, je bosse. Et c'est vrai. En fait quand c'est vraiment un truc que tu fais toi-même de A à Z, c'est tellement dur de lâcher le truc parce que tu sais que si tu ne le fais pas, personne d'autre le fera à ta place. Mais forcément ça engendre une fatigue, forcément même si tu adores ce métier-là, ton cerveau est tout le temps en train de penser à ça et tu ne prends plus du temps pour te reposer et pour t'aérer l'esprit et ça devient compliqué sur le long terme. Y a-t-il des jours où tu te lasses des livres? Alors je touche du bois. Non. Je pense que vu que moi c'est une passion qui est pas du tout récente pour le coup, je lis depuis toute petite, il y a quand même eu une période genre je sais pas de mes 10 à 14 ans, ouais un truc comme ça, où je lisais quasiment plus et vraiment quand il y a eu l'essor du young adulte, c'est là où je me suis remise à lire à fond et donc ça date pas d'hier, donc je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je ne me lasse pas. Après je ne lis pas tous les jours, même si je lis beaucoup de livres par semaine, je lis pas tous les jours. Je pense que je lis de plus en plus vite, donc j'arrive toujours à lire 2 à 3 livres par semaine, mais il y a des jours où je lis pas parce que je fais plus montage. J'ai beaucoup d'heures de montage. Comment gères-tu la pression que peuvent mettre les réseaux sociaux? Ça aussi, je pense qu'on peut le mettre dans ma plus grande fierté. Et dans la mise en place de tout ça. Si vous me suivez sur mon podcast, j'en ai parlé à de nombreuses reprises, plus ou moins intensément. J'ai vécu des périodes pas ouf dans ma vie qui m'ont amené à prendre la décision de me faire suivre par des professionnels. Donc j'ai été encadrée pendant plusieurs années par des professionnels qui m'ont aidé à comprendre ce qui m'arrivait et à apaiser ma santé mentale. Tout ce processus-là, tout ce travail sur moi-même m'a permis, je pense, de mieux gérer cette année de freelance. Clairement, si je l'aurais fait 2 ans auparavant, j'aurais pas tenu un mois. J'aurais été beaucoup trop à fleur de peau, j'aurais été beaucoup trop en insécurité, pas assez confiance en moi, pas assez légitime, beaucoup de choses comme ça qui auraient fait que ça aurait vite capoté et que j'aurais été dans un état assez critique. J'avais pas les épaules 2 ans auparavant, ça c'est sûr. J'ai pas de technique précise, encore une fois c'est chiant, je rentre pas dans le détail. Des fois en fait le fait de pouvoir moduler mon emploi du temps, ça me permet de, quand j'ai un blocage sur quelque chose, quand j'ai une panique ou un truc comme ça me permet de pouvoir laisser poser le truc et d'y revenir quand je sens que je ne suis plus bloquée par la chose. Après il faut savoir qu'avec moi je gère beaucoup mon anxiété par le travail. Le fait de m'occuper l'esprit, le fait de faire plusieurs choses en même temps, ça m'aide à recalibrer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de ma tête et de pouvoir mieux avancer sereinement. Donc je pense que ça va de pair sur ma manière de gérer la pression que peuvent engendrer les réseaux. Après concernant tout ce qui est polémique, drama, ragot, etc., je peux pas dire que je le gère très bien, mais je pense que le fait que mon entourage soit beaucoup de personnes qui sont extérieures à tout ça, ça m'aide énormément parce que du coup je peux sortir facilement de ça et relativiser. Le côté administratif ne te prend-il pas trop
trop de place est-il facile à appréhender? Au début ça me prenait beaucoup de place, à savoir que du coup mon entreprise n'a pas été créée l'année dernière, ça fait déjà quelques années qu'elle a été créée, puisque je devais justifier ma rémunération sur YouTube, j'avais pas encore Twitch, et que je devais aussi justifier les partenariats rémunérés que j'avais pu avoir, j'en avais eu quelques-uns, donc je devais dire à l'État, l'argent vient de là, voilà, vous pouvez me prendre des sous, avec plaisir. Donc le côté administratif niveau création d'entreprise, ça c'était bouclé, j'ai mis quelques temps vraiment à avoir des devis plus aboutis, mais j'avais déjà un bon devis puisque j'avais pu demander des exemples à des copines, j'avais été aussi en contact avec d'autres personnes qui sont en freelance, pas du tout sur les réseaux sociaux, mais du coup j'avais pu un petit peu faire ma tambouille. Du coup sur ce côté-là ça allait, c'est plus le côté administratif niveau mailing et négociation qui chez moi prend quand même du temps, je suis pas très douée pour la négociation. Niveau comptabilité ça va, ça pourrait être mieux mais ça prend quand même du temps. En même temps quand tu fais absolument toutes les facettes de ton métier, ça prend du temps. Et est-ce qu'il est facile à appréhender? Je pense que pour moi il a été facile parce que j'avais plusieurs repères. J'avais notamment des amis qui avaient le même métier que moi, j'avais d'autres personnes qui étaient en freelance, donc c'était plus facile de pouvoir m'orienter. Est-ce que travailler en freelance t'a facilité la vie avec l'anxiété ou ça a été le contraire? C'est à double tranchant. J'ai vécu une grosse partie de quand j'étais en freelance à Nantes et c'est une ville où je ne me sens pas du tout en sécurité. On devait être là-bas à l'époque pour mon copain pour ses études et bah vraiment c'était pour lui quoi que j'étais là-bas parce que je n'arrivais pas à mettre un pied dehors si j'étais pas accompagnée. Si j'étais accompagnée évidemment que je stressais, que j'étais mal et je ne sortais plus du tout dehors des suites de plusieurs mésaventures par la jante masculine. Donc le fait d'être tout le temps chez moi, au bout d'un moment t'as besoin de sortir, même si je suis très casanière, j'ai besoin quand même un petit peu de sortir, de prendre l'air, de voir des choses etc. J'étais en appartement à l'époque donc j'avais pas de jardin, j'avais un balcon qui donnait sur mes voisins, donc si je voulais toute seule en train de marcher dans un champ avec mon petit panier, c'était pas possible. Aujourd'hui ça va mieux donc j'ai déménagé, je suis plus du tout en appartement, je suis en campagne. Je ne suis plus du tout dans Nantes. Et j'ai vraiment remarqué une différence. Mais à ce moment-là, j'arrivais pas à remarquer si ça venait vraiment que de la ville ou si c'était mon anxiété naturelle. Je suis toujours une personne anxieuse, j'ai toujours des moments de down. Je pense pas que je vais pouvoir l'éradiquer, mais c'est plus facile de le gérer parce que forcément, si j'ai une crise d'angoisse qui éclate, y a pas Michel de la compta qui va me dire excuse-moi, mais t'as des problèmes dans ta vie? À part mon chat qui me regarde, typiquement, y a personne qui viendra me poser cette question chiante. Mais par contre, je pense que si vous êtes sujet à l'anxiété et que vous voulez vous lancer en freelance, faut quand même avoir un petit peu d'aplomb. Faut quand même faire déjà un travail de confiance en soi parce que vraiment ça repose beaucoup sur toi, voire que sur toi. Donc il faut quand même avoir les épaules et te sentir apte à ça. Comme je vous l'ai dit juste avant, je gère aussi beaucoup mon anxiété par le fait d'occuper mon esprit et le fait de faire beaucoup de tâches en même temps et de travailler, ça m'aide à m'apaiser. Sur ce coup-là, j'arrive à le gérer comme ça. À partir de quel moment on peut demander une rémunération et comment gérer ses tarifs? Je pense pas qu'il y ait de palier où tu peux demander des rémunérations. Je pense que c'est au bon vouloir des entreprises et des maisons d'édition, s'il y a budget ou s'il y a pas budget, ou si c'est leur manière de faire ou pas. À savoir que si c'est un service de presse, tu ne peux pas demander de rémunération parce que la personne vient pour te demander cette mécanique-là, à savoir je te passe le livre, tu me fais du contenu. Par contre, si on commence à te demander un type de contenu précis, une date précise, donc deadline, etc., ça fait peut-être beaucoup, mais tu es en droit aussi de refuser si tu n'es pas d'accord. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de palier. Après, forcément que pour une maison d'édition, un compte qui a, je sais pas, je dis un truc vraiment aberrant, mais genre qui a 50 000 abonnés, c'est beaucoup plus intéressant de le rémunérer que quelqu'un qui a 1000 abonnés et qui touchera moins de monde. C'est logique. Si ça fait plusieurs fois que la maison d'édition revient vers vous pour vous demander tel ou tel contenu, je pense que du coup c'est qu'elle aime bien vos contenus, qu'elle a besoin un petit peu de votre visibilité, donc peut-être qu'à ce moment-là vous pouvez demander une contrepartie financière, mais à savoir qu'il vous faut un numéro de ciré, vous ne pouvez pas demander rémunération si vous n'êtes pas une entreprise. Et comment gérer ces tarifs? N'hésitez pas à demander à des gens qui sont proches de vous si ils ont fait ce genre de choses, ou à demander à des personnes que vous suivez plus ou moins souvent, d'essayer d'estimer le temps que ça va vous prendre. Vous pouvez aussi différencier les prix selon le contenu, donc un post Instagram sera peut-être moins long à produire qu'un réel ou qu'une vidéo YouTube ou un live avec un auteur, je ne sais point. Ou alors moi ce que je fais très souvent c'est que je demande le budget dont il dispose et à ce
ce moment-là, on voit pour voir le contenu qui pourrait être fait, le contenu qui me va avec le budget qu'ils vont m'allouer. Pourquoi est-ce que tu t'inquiétais quand tu t'es lancé et est-ce que c'est avéré plus facile que tu ne le pensais? Alors, je m'inquiétais principalement de ne pas me lancer au bon moment et de me planter et de galérer à me retourner. Ça, c'était vraiment ma plus grosse frayeur. J'étais diplômée il y a pas très longtemps, je venais d'avoir ma première expérience en bibliothèque, j'avais eu d'autres expériences en tant que community manager ou en tant que libraire, mais dans mon diplôme, j'avais eu qu'une seule expérience, donc j'avais aussi peur de ça. J'avais peur aussi que ça se casse vite la gueule financièrement, ou tout simplement, je sais pas, d'avoir une panne d'inspiration et de ne plus rien sortir du tout. Et est-ce que ça s'était avéré plus facile que tu ne le pensais? Non. Pas du tout, que ce soit niveau temps de production de contenu, niveau temps de lecture, etc. Tout prend beaucoup de temps quand tu te lances à 100% et que tu es tout seul. Et c'est pas facile parce que du coup, en fait, quand je me suis lancée, on était une poignée, mais plus les mois avançaient, plus on était nombreux à vivre de ça ou à prétendre de vivre de ça. Donc plus facile, non. Et par exemple, cette année, je la ressens vraiment comme assez charnière pour moi et je la trouve pas du tout facile. Mais forcément, ce qui me fait continuer, c'est que je suis toujours passionnée et que j'ai toujours envie de vous montrer de nouvelles choses. Bon, maintenant, si on doit faire un bilan de tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Je ne sais pas. Je suis très contente de cette première année en tant qu'influenceuse littéraire / créatrice de contenu littéraire. Les deux termes, je ne sais jamais comment me situer. Je suis très contente d'avoir pu voir aboutir des projets, d'avoir vu que des maisons d'édition me faisaient confiance, que ce que je proposais n'avait pas l'air déconnant, etc. Je suis vraiment contente de toute cette partie production et je trouve dans tous les points pour une première année, elle est vraiment plutôt positive. Elle est prometteuse, mais il faut pas que je dorme sur mes lauriers. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai pris une mission de community manager en ce moment, en partie parce que je ressens cette année comme charnière, mais aussi parce que je trouve que c'est un métier qui est très précaire et que j'ai pas envie de ne rien avoir sur mon CV hormis l'influence littéraire. Donc je reviens sur mon avertissement que je vous ai dit plus tôt, mais faut faire attention à ça. C'est pas parce que pendant un an que ça marche que ça marchera forcément l'année d'après. Donc je vous invite à faire attention à ça. Toute l'année dernière, ça m'a permis de rencontrer énormément de monde. Il y a eu tellement de positifs avec ça. J'ai tellement pu faire de belles rencontres et pouvoir partager des moments uniques que je n'aurais certainement pas pu vivre si je n'étais pas sortie de ma zone de confort. Je suis hyper reconnaissante de tout ça. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu travailler là-dedans. Très reconnaissante de voir que vous continuez de me suivre, que vous êtes toujours de plus en plus nombreux, mais surtout qu'il y en a qui me suivent depuis le début et ça, c'est, je crois, c'est hyper gratifiant. Alors vraiment merci pour ça. En soi, j'ai pas une conclusion très longue à vous dire. Forcément que j'ai plein de projets en tête pour cette année, beaucoup de choses très sympas que j'ai envie de vous montrer, mais chaque chose en son temps, et j'espère que ça continuera à vous plaire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie de continuer à me suivre. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je répondrai exclusivement aux questions bienveillantes parce que je sais que c'est quand même un sujet plus ou moins touchy, et je sais que je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions avec cette vidéo, mais je voulais vraiment la construire en faisant un retour d'expérience spontané, donc il y a peut-être des choses que j'ai loupées. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!